Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci d'être une fois encore des nôtres. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pratiquement 23 ans d'existence. Mais le peuple béninois, dans son grand ensemble intellectuel chevronné aux citoyens lambda, ne l'aura véritablement découvert que ces 5 derniers mois, donc, sous le régime Talon, dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne. Condamné à 20 ans de prison, l'opposant et homme d'affaires Sébastien Adjavon avait dû en son temps s'exiler en France et porter l'affaire devant la dite cour qui donnera plus tard raison en condamnant par là même l'État béninois. Ce fut un grand coup de tonnerre ce mois de mars, même si l'État est resté jusque-là de marbre par rapport à une telle décision. 5 mois plus tard, la cour fait à nouveau parler d'elle. Le plaignant, cette fois-ci, l'ancien président Thomas Boni-Yayi. La décision de la Cour, dans le cas d'espèce, semble sujette, mesdames, messieurs, vous le savez, à toutes sortes d'interprétations. Le dénominateur commun, tout de même, dans les 2 cas, le recours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Crise de confiance entre justiciable et justice béninoise. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le répondant idéal, la grosse interrogation sur bien des lèvres constitue le menu de ce numéro de votre émission débat 100% en Bénin. Et pour l'instant, décryptage, un homme de droit, pas n'importe lequel, Maître Renaud Agboudio, c'est son nom. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas, avocat au barreau du Bénin. Il reste l'un des avocats des 2 plaignants suscités, paradoxalement peut-être. Il nous en dira un peu plus en tout cas. Maître Renaud Agboudio, déjà sur ce plateau, bonjour. Bonjour, monsieur Joali Tondi. Et merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. En face de lui, Jos Pezo Anago, journaliste analyste, il est le directeur de publication du très en vue quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, l'ADPS. Jos Pezo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de CKTV. Et merci d'être des nôtres ce matin. C'est un devoir. Avec un titre très évocateur ce jour, qui va en ligne droit avec notre thème au menu. Tout à fait, nous nous interrogeons sur cette plus reconnaissance du Bénin, de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, il n'y a pas longtemps, avait été vouée aux gémonies. Donc la dépêche s'interroge ce matin par rapport à ce revirement de notre gouvernement. Revirement, mesdames, messieurs, en tout cas, tout dépend de là où on s'y met. C'est le regard là du directeur de publication, mais tenez-vous tranquille. Exceptionnellement, il intervient ce jour-ci, non en sa qualité d'analyste, mais aussi d'investigateur. Eh bien, c'est dans ce rôle qu'il a fouillé un peu et a pu sortir des éléments comparatifs. Dans un passé pas très lointain, il y a eu un certain nombre de réactions. Aujourd'hui, d'autres réactions sont encore là, on peut toujours les apprécier. Mais alors, le journaliste continue de s'interroger. Et a raison, pour ce numéro-ci, mesdames, messieurs, nous serons ensemble face à Renaud Agboudio pour essayer de rapporter bon nombre de vos interrogations, questions, d'apporter des éléments d'éclairage qui s'imposent. Une fois encore, Maître Renaud Agboudio, bonjour. Bonjour. Et merci pour toute la disponibilité. Vous avez confié et nous aider à mieux comprendre cette décision. Je laisse d'entrée de jeu la parole plutôt à Jos Pezo Anago. Merci, chers confrères, une fois n'est pas coutume, je voudrais me mettre dans la peau de celui qui pose la question. Et on en a besoin, Maître Agboudio, on a besoin de comprendre depuis le prononcé de ce verdict ou de cette ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, beaucoup de Béninois commencent par se demander ce qui ne va pas ou ce qui va un peu trop bien. Et en ce sens que nous ne connaissions pas cette Cour, sinon moindrement. Depuis quelques moments, on en parle à tout bout de champ et les Béninois commencent par avoir un peu trop recours à cette Cour qui, ma foi, devrait être plutôt l'exception et non la règle. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Maître Agboudio, ce qui pourrait amener aujourd'hui les Béninois à avoir ce recours intempestif, et à la limite, cette récurrence à la Cour africaine des droits de l'homme, qui est, c'est vrai, une cour supra, mais qui n'est pas domiciliée au Bénin. Nous avons la justice. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on préfère s'en remettre à cette cour? Je vous remercie. Vous constatez avec moi que effectivement la Cour a depuis quelques jours rendu une ordonnance à titre provisoire dans l'affaire dite de plus en plus Boni-Yayi et pour laquelle on a été
Enfin, nous avons entendu plusieurs types d'interprétations dans tous les sens, mais c'est heureux quand même. Quelqu'un dirait qu'à quelque chose, malheur est bon. Il faut l'apprécier de diverses manières. Tout porte à croire, selon le mode de communication auquel nous avons eu droit, que l'État béninois semble désormais vouloir reconnaître les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Tout porte à croire qu'aujourd'hui, l'État béninois est dans de meilleures dispositions pour donner du crédit aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais pour répondre directement à votre question, c'est que la Cour africaine des droits de l'homme est une juridiction internationale qui est reconnue par l'État béninois, auquel l'État béninois est parti au traité, parce que la Cour africaine des droits de l'homme, en principe, on ne la saisit qu'après l'épuisement des voies de recours ordinaires. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez les juridictions béninoises et que les juridictions béninoises ne vous ont pas satisfait, vous avez désormais la possibilité, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme uniquement, parce que le champ de compétences est restreint, vous avez la possibilité de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cette récurrence, cette volonté manifeste de saisir systématiquement la Cour africaine des droits de l'homme? C'est bien entendu parce qu'il y a forcément une crise de confiance entre les justiciables béninois et la justice. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la justice béninoise est chapeautée en termes de procédures disciplinaires par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé à majorité d'hommes beaucoup plus politiques que de justice. La Cour africaine des droits de l'homme, dans la décision Sébastien Javon et État béninois, l'avait constaté et l'avait même fait remarquer que la justice béninoise n'était pas libre et que le pouvoir exécutif s'impliquait trop dans les questions judiciaires dans lesquelles il avait intérêt. Donc, ce qui justifie qu'à chaque fois qu'aujourd'hui un Béninois a maille à partie avec le pouvoir exécutif, il a tendance, au regard de la violation de ses droits fondamentaux, il a tout intérêt, je dirais, à saisir la Cour africaine des droits de l'homme, parce qu'en réalité, l'une des conditions qui fait exception à l'épuisement des voies de recours interne, c'est que lorsque le recours interne n'est pas efficace, l'on peut saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme, qui peut, au constat de cette inefficacité, bien entendu sur le fait que la justice interne n'est pas indépendante, peut se déclarer compétente et rendre sa décision. C'est ce qui a été le cas dans l'affaire Sébastien Javon contre l'État béninois, et bien entendu c'est ce qui a motivé également la saisine de cette même cour dans le cadre de la procédure initiée par M. Boniaï. Voilà. Le dossier Boniaï, comment ça se sursue ici et là. Et par rapport à ce dossier, la Cour vient justement de rendre une décision qui est interprétée de mille et une façons. Quelle est la lecture qu'on doit en avoir? C'est vrai que là, c'est aussi un peu délicat de vous poser la question, mais on espère que vous nous aiderez à mieux comprendre. On a entendu plusieurs sons de cloche. Oui, ce qui m'a beaucoup plus fait rire, c'est l'interprétation selon laquelle la Cour africaine des droits de l'homme aura autorisé l'État béninois à poursuivre M. Boniaï. Je crois que c'est beaucoup plus une communication politique que judiciaire, à des fins naturellement populistes ou bien autre chose. Mais pourquoi dites-vous que ça vous a fait rire? La Cour qui autorise, peut-être au regard des données mises à sa disposition, il faut poursuivre l'ancien chef de l'État. Vous dites que ça vous a fait rire. Le citoyen lambda qui ne comprend pas la matière, c'est vrai, a dit ah oui, c'est la preuve que oui, il y a des choses à reprocher à l'ancien président qui doit être écouté. C'est ce que certains citoyens ont relevé. Oui, si vous avez la décision, vous pouvez aussi en prendre connaissance. Et je ne sais pas si en la lisant, vous avez vu quelque part dans le dispositif la Cour africaine déclarée ordonner à l'État béninois de poursuivre, de continuer la poursuite engagée contre le président Boniaï. Il n'y en a pas. Les concernés ont dit avoir lu entre les lignes et que c'est une forme d'interprétation. Vous voilà. Continuez de sourire. Donc on part du constat, à tout le moins, que aucun élément du dispositif n'a autorisé qui que ce soit à poursuivre notre client. Donc en réalité, il faut situer cette décision-là dans le contexte procédural et le contexte juridique. Oui, il est lequel? Voilà. Au fait, qu'est-ce qui est en débat à la Cour africaine des droits de l'homme?
C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est en débat principalement à la Cour africaine des droits de l'homme? Est-ce la séquestration du président Boni Yayi? Est-ce la poursuite du président Boni Yayi? Mais en réalité, ce qui est en débat à la Cour africaine des droits de l'homme, c'est de savoir si l'État béninois, sur la base d'une disposition du code pénal, notamment le délit d'attroupement armé ou non armé, peut s'autoriser à tirer sur des populations civiles non armées. Est-ce que l'État béninois, sur la base de la dite disposition qualifiée d'attroupement armé ou de non armé, peut s'autoriser à faire entorse à la liberté de manifestation, à la liberté de réunion, à la liberté d'association? Ce sont ces questions fondamentales consacrées par les dispositions de l'article, si ma mémoire est bonne, 15, 25 de notre Constitution, 6, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme. Ce sont ces questions-là qui sont en débat au principal devant la Cour africaine des droits de l'homme. Et ces questions-là ont fait l'objet de la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme par une des victimes des événements malheureux des 1er et 2 mai pour faire condamner, pour faire constater que l'État béninois a violé le droit à la vie, le droit à la manifestation, le droit à la liberté d'association. Et donc, sur cette base-là, l'État devait répondre de ces faits-là. Et nous avons appris qu'une telle action était portée devant la Cour, et nous avons décidé, en accord avec notre client, de nous joindre à cette procédure. Malheureusement, au moment où nous nous joignons à cette procédure, plusieurs citoyens béninois étaient déjà en détention préventive, en exécution de cette loi-là, et nous avons jugé utile de solliciter la cessation de la séquestration du président Boni Yayi, la levée du blocus, et la Cour, comme vous l'avez lu si bien, n'a pas fait droit à cette demande parce que l'État béninois lui-même avait déjà fait droit à cette demande, à la demande de notre client, et puisque le blocus a été levé par l'État béninois de lui-même, il n'était donc plus nécessaire pour la Cour africaine des droits de l'homme, constatant effectivement que notre client était dans le besoin urgent de se faire soigner et que cela avait été fait, il a pu être évacué en France, mais il n'était plus nécessaire de prononcer la levée du blocus. Donc cette demande était devenue sans objet. Voilà. Pour la suite, concernant la suspension des poursuites à son égard et à l'égard des 64 autres personnes, c'est vrai, la décision dit qu'il ne lui paraît pas des éléments suffisants qui laissent penser que la situation dans laquelle les personnes détenues se trouvent les expose à des conséquences irréparables. Et donc, pour l'instant, elle rejette la demande. Ce qui ne veut pas dire que c'est une décision définitive, puisqu'on parle d'ordonnance provisoire. Ce qui veut dire que la Cour reviendra dans une décision au fond pour s'assurer, après avoir statué sur la légalité internationale de la loi de l'infraction d'attroupement aux conventions internationales, la Charte africaine, j'en ai parlé, la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans notre dispositif interne, la Constitution, après s'être assuré que cette infraction-là est conforme à ces textes internationaux, statuer maintenant si ceux-ci doivent continuer à rester en détention. Mais cette instruction-là prend beaucoup plus de temps. Ça prend des mois. L'État doit réagir à nos écritures. Un délai lui a été accordé et nous allons échanger des écritures et dans les mois à venir, la Cour africaine va se prononcer sur l'ensemble du dossier. C'est dire que dans les tout prochains jours, on pourrait avoir encore une autre configuration du dossier. Oui, c'est ce que la procédure impose. On aura forcément une autre décision sur le fond du dossier. Alors, lorsqu'on dit que pour une première décision, eh bien, vous avez été débouté, la Cour a débouté l'ancien président Boni Yayi. Le thème est-il exagéré? Le thème est exagéré parce que je dirais que la mesure qui a été sollicitée au principal, c'est la levée du dispositif qui faisait l'objet de séquestration. C'était ce qui était le principal pour M. Boni Yayi. Et ça, on peut dire, sans attendre que la Cour ne se prononce, cette mesure, enfin, nous avons pu
notre client a pu recouvrer la liberté et s'est rendu à l'étranger pour ses soins. La Cour, si on peut considérer que, ayant constaté que l'État lui-même a levé ce dispositif, on peut considérer que si au jour où la Cour se prononçait, le blocus était maintenu, la Cour allait sans doute ordonner la levée du dispositif. Donc, dire que le président Boni Yayi a été débouté, je pense que c'est beaucoup plus une communication politique que juridique, même si toutes les demandes n'ont pas fait l'objet de succès. Je rappelle que l'une des demandes, notamment la mise en liberté des 64 personnes détenues, est une demande principale, c'est-à-dire c'est une demande sur le fond. Donc la Cour ne pouvait pas statuer là-dessus au provisoire sans porter en torse au fond du dossier. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, et sans qu'elle ait la preuve que ces personnes sont dans leur situation carcérale torturées, ou bien dans leur situation carcérale, elles sont sous-alimentées, ou elles vivent des situations qui mettent leur vie en danger, elle ne peut pas ordonner leur mise en liberté. Donc, le fait de n'avoir pas ordonné leur mise en liberté, ce n'est pas parce que la loi ou l'infraction d'attroupement est conforme aux conventions internationales. C'est parce qu'elle n'a pas la preuve qu'ils sont sous-alimentés ou bien ils vivent d'une situation de torture dans leur situation carcérale actuellement. Voilà. Donc, elle constate également que ça fait l'objet d'une demande sur le fond par rapport à la requête principale numéro 021-2019, et cela fera l'objet d'un ensemble de décisions qui statuent. Le point relatif à la question d'attroupement que vous exhibez en second point, pour certains, c'est un peu trop demandé à la Cour, parce qu'au demeurant, il sera question peut-être à l'Assemblée nationale de revoir cette disposition. Qu'est-ce qui a fondamentalement motivé la démarche? Et tous ceux-là qui disent que c'est un peu trop demandé à la Cour, qu'est-ce que vous répondez? Non, à partir du moment... Vous savez, je tiens aussi à préciser que l'État béninois, dans sa réaction, avait demandé à la Cour de se déclarer incompétente par rapport à nos demandes. Ah bon, l'État béninois? L'État béninois avait demandé à la Cour de déclarer même notre requête irrecevable parce que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées et que la Cour africaine ne serait pas compétente. Mais l'État béninois a été débouté. Ces moyens ont été écartés par la Cour, ce qui a permis à la Cour de pouvoir se dire si elle peut ordonner ou ne pas ordonner. Donc, à partir de ce moment-là, la Cour apprécie si les demandes qui lui sont faites entrent dans son champ de compétences, ce qui veut dire que si elle s'est déclarée compétente prima facie, c'est-à-dire au regard des textes qui régissent son organisation, l'État béninois étant parti à la Charte africaine, ayant reconnu la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, à partir de ce moment-là, toutes les demandes qui sont en rapport avec les droits humains et garanties par la Charte africaine des droits de l'homme peuvent être connues. En l'occurrence, nous disons que le délit d'attroupement armé ou non armé est une façon détournée pour empêcher l'expression libre des citoyens, notamment la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'association. Et l'attroupement, le délit d'attroupement est désormais utilisé comme un prétexte pour pouvoir assister à certains types d'abus auxquels nous avons assisté malheureusement lors des événements des 1er et 2 mai. Mais ce qui me réjouit au-delà de tout, par rapport à la communication politique... Avant de revenir à la communication politique, pour rester dans le domaine de droit, Georges Pessot, si vous permettez, c'est bien une question que l'un de nos téléspectateurs a pu laisser quand on a annoncé le thème du jour. Il dit, le délit d'attroupement, c'est vrai, c'est répréhensible quand on voit un peu l'usage qu'on peut en faire. Empêcher simplement la liberté d'expression. Ça, c'est répréhensible, dit-il. Mais alors, si on voyait au-delà, en bon patriote, constater que depuis qu'il existe cette disposition, eh bien, en tout cas, c'est lui qui le dit, l'homme de droit nous dira, et citoyen qu'il a aussi, depuis, il constate, souligne-t-il, que les Béninois sont plus que jamais disciplinés. Dans les rues, ça circule. Plus de
tohu-bohu, plus de tempêtes à tout va. Eh bien, qu'est-ce que notre avocat pense de cela? Vous savez, les libertés fondamentales, les droits humains sont les conséquences de plusieurs décennies de lutte. Et pour qu'on en arrive à avoir un monde apaisé, c'est parce que avant que le Bénin même ne soit un État, avant qu'il ne soit démocratique, il y a eu des nations qui ont voulu s'imposer au reste du monde. Je prends le cas de la nation qu'on appelle ça aryenne, qui a trouvé que sa race était supérieure à toutes les races du monde. Je prends le cas de Mussolini, je prends le cas... Donc, on est parti... il y a eu plusieurs luttes que l'humanité a connues et qui ont permis aux hommes de se réunir après ces tueries massives pour se dire, nous devons mettre des garde-fous pour ne plus assister à ce genre de barbarie. D'abord, il y a eu la création de la Société des Nations, la SDN, qui a volé en éclats. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'Organisation des Nations Unies qui a vu la mise en place de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour dire, à partir du moment où, dans une nation, des personnes ne sont plus libres de s'exprimer pacifiquement, ne sont plus libres de se réunir pacifiquement, ne sont plus libres de pouvoir participer à la gestion de la chose publique, ou ne se sentent plus en sécurité dans une organisation à laquelle ils appartiennent en principe, je pense que à terme, ça peut donner lieu à des situations regrettables qui exposent beaucoup plus un grand nombre. Donc, en réalité, c'est une vue de l'esprit que de dire parce que le pays est calme, tout va. Non, je pense que même s'il y a une paix, c'est forcément une paix imposée et cela n'est pas de nature à rassurer l'avenir. Visiblement, on va au-delà de la personne de Bouriaï quand on suit l'avocat. Une question de droits humains tout court et donc de vivre ensemble. Tout à fait. Et à travers même la situation qu'a vécu l'ancien président Bouriaï, il faut se projeter dans l'avenir et se dire, ben, si cela devait arriver à un Béninois lambda, voilà un ancien chef d'État qui s'est retrouvé dans cette posture, dans cette situation qui lui a été imposée. Ben, si cela devrait advenir de moi, de ma personne, ou d'un Béninois, enfin, quelconque, alors c'est toujours bien que déjà les défenseurs des droits humains, les hommes de droit ou de loi puissent se pencher sur tous les cas de maltraitance, des cas de déviance de la loi par le gouvernement. C'est important de le dire. Mais moi, ce que j'ai su voir en filigrane à travers l'intervention de Maître Agboulio, c'est que nous sommes dans une société où il y a une partie de la population qui est sous le joug d'une autre instance ou d'autres instances. C'est-à-dire quand on prend les pouvoirs publics, par exemple, et de côté en face, on a le peuple ordinaire, on se dit qu'on peut tout. Parce que ces lois, par exemple, ne sont pas conformes aux normes internationales. C'est-à-dire lorsqu'on interdit aux citoyens de s'attroper, puisqu'il a révélé tantôt, depuis la nuit des temps, les hommes ont lutté pour pouvoir vivre ensemble et vivre librement. C'est-à-dire parler librement, aller librement, se retrouver librement. Mais aujourd'hui, dans notre Bénin, on se rend compte que de plus en plus, ces libertés sont restreintes et se rétrécissent comme peau de chagrin. Et c'est cela qui m'inquiète, moi. C'est important qu'il y ait des gens, des défenseurs des droits humains qui se lèvent, et pas pour défendre un ancien président de la République, mais pour défendre les principes fondamentaux auxquels on a souscrit.
Alors, on se donne date pour des mois à venir, mais avant, il y aurait des échanges de courrier, dites-vous. Et là-dessus, l'exécutif est-il obligé de souscrire à cette prescription? Non, je ne dirais pas il est obligé. Dans tous les cas, un pouvoir exécutif est d'abord, enfin, un État est d'abord souverain. Hein? On ne peut pas obliger un État à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais dans l'espèce, l'État béninois a bien pris des écritures et les écritures sont toujours en train d'être échangées. La procédure suit son cours et lorsque les débats seront clôturés, si la Cour estime que les parties doivent faire des observations orales ou si l'une des parties en fait la demande, la Cour avisera là-dessus. Donc, le regard reste en tout cas tourné une fois encore vers Arusha. Mais en attendant, vous dites qu'il y a un volet politique au travers de la communication qui a été observée ces derniers jours-ci, avant que je ne pose ma question de droit. Et là-dessus, vous avez la parole. Oui, je ne voulais pas en parler. C'est heureux qu'il y ait eu même une communication politique là-dessus. Parce que tout porte à croire que l'État béninois est dans de meilleures dispositions pour reconnaître toute décision, quelle qu'elle soit, qui sera rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Tout porte à croire que l'État est dans de meilleures dispositions de sa civile? Oui, parce que l'opinion qui portait les informations dont l'interprétation était assez malencontreuse semblait satisfaite. Du dispositif rendu dans l'ordonnance provisoire. Ça veut dire que pour le gouvernement ou pour l'État béninois, en tout cas pour ceux qui ont repris sa communication, si on est satisfait d'une institution, ça veut dire qu'on lui reconnaît un certain mérite. Donc aujourd'hui, l'État ne peut plus trouver d'inconvénient à ce que de plus en plus de Béninois aillent saisir la Cour africaine des droits de l'homme à partir du moment où l'État lui-même semble de plus en plus faire confiance à la Cour africaine des droits de l'homme dans le cadre des procès qui lui seront intentés à l'avenir. Oui, mais Maître Awoyo, ceci m'amène à m'interroger et demander votre intervention. Quand on se situe ainsi, là, est-ce qu'aujourd'hui on peut se demander si le gouvernement du Bénin est partie prenante dans cette procédure? Cette question mérite-t-elle d'être encore posée? Parce que je me rends compte que dans la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme, on a vu les avocats, les conseils de l'État béninois intervenir à Arusha, c'est-à-dire ont déposé leurs arguments pour aller peut-être contre ceux de votre client. Mais dans ces conditions, est-ce qu'il y a encore à se demander si c'est maintenant que l'État béninois se rend compte que la Cour est crédible ou pas? C'est une question que je me pose. Dès lors qu'ils envoient leurs avocats, l'État béninois envoie ses avocats, est-ce qu'il y a encore à se poser des questions? A priori, non. À partir du moment où l'État... En fait, je ne veux pas porter un jugement de valeur sur les attitudes de l'État. Pour moi, j'apporte des analyses ou des interprétations sur la base d'éléments, je vais dire, précis, qui sont juridiques, ou des actes juridiques, ou bien des situations juridiques. Mais à partir du moment où l'État, à chaque fois qu'un procès lui a été intenté devant la Cour africaine des droits de l'homme, s'est fait représenter, a pris des actes de procédure, a même, par le biais de ses avocats, fait des observations orales. Donc, rien ne pouvait a priori laisser croire que l'État ne se met pas dans les dispositions de reconnaître ou non une décision, quelle qu'elle soit, rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, une chose est de rendre une décision, une autre est de la faire exécuter. Voilà. Alors, quand vous dites... Mais je voulais, pour ne pas que cela m'échappe, il y a une précision qu'il faut faire, au niveau de la qualification des situations juridiques. Nous ne disons pas que M. Boni Yayi ne s'est jamais reconnu dans une situation d'attroupement. Ça, il faut le dire. M. Boni Yayi dit que il lui est refusé le droit de manifester
librement. Il lui a refusé le droit de se réunir pacifiquement avec les membres de son parti et les membres de sa formation politique. Donc, c'est sous le couvert d'une disposition pénale qu'on lui interdit ses libertés d'association et de manifestation. Voilà. Ok, important. Alors, lorsque vous dites, par rapport aux des points, que ceci dit, parlons de la démarche de l'État, qu'on ne saurait comprendre que l'État, en quelque sorte, se dérobe d'un certain nombre de décisions. Mais en le disant, vous allez sur quel terrain? Vous parlez presque à mots couverts, là. Non, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. C'est un secret de polichinelle si je dis que nous ne savons pas de quoi je suis en train de parler. Nos téléspectateurs veulent bien comprendre. Oui, j'ai eu la chance d'accompagner M. Sébastien Aljavon dans certains de ses procès. Et naturellement, je fais cas de la décision précédente rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. L'affaire 18 kg oui, dite de 18 kg de cocaïne qui a blanchi totalement M. Sébastien Aljavon en constatant que la justice béninoise n'était pas indépendante, en constatant que plusieurs droits de M. Sébastien Aljavon ont été violés et que dans ces circonstances-là, il avait droit à une réparation dont le montant sera fixé dans quelques semaines. Bon. Et Joseph Anago, le dossier, pour certains, était quand même un dossier déjà de classe. Ce que vous sortez là, ça tient toujours de la logique. Je ne vous ai pas suivi. En tout cas, oui. Oui, non, mais c'est-à-dire, à vous écouter, c'est-à-dire que ce dossier n'a jamais été rangé dans les placards. C'est-à-dire, on veut parler de cette affaire dite de cocaïne pure. Voilà. Oui. Et après le verdict... En tout cas, beaucoup de sourires. Maître Renaud Aboudio, les Béninois veulent vraiment comprendre. C'est un dossier qui reste vraiment d'actualité. Oui, dans tous les cas, M. Sébastien Aljavon, aujourd'hui, c'est vrai, il a une situation juridique à l'international beaucoup plus, je vais dire, clarifiée, parce qu'il a le statut de réfugié, ce qui lui permet de pouvoir circuler librement dans le monde entier, et même de revenir au Bénin sur la base de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Il appartient à l'État à qui un délai, je crois, de 6 mois a été donné pour informer la Cour des dispositions qui ont été prises pour faire mettre en exécution cette décision-là. On suppose que l'État est dans cette dynamique et que avant l'expiration de ce délai, on aura la satisfaction de voir revenir M. Sébastien Aljavon au Bénin, puisque la justice internationale doit pouvoir être respectée. Mais vous mettez toujours beaucoup de gants en le disant. On suppose que... pourquoi cela? Il y a quand même des actes qui vous rassurent de ce que l'État reste très ouvert. Je vais vous dire quelque chose, M. Joël Yitondi. Vous savez, la justice internationale a cette caractéristique-là d'être lente. Mais la justice internationale, lorsqu'elle se déploie, elle est irréversible. Elle est irréversible. Alors, donc, plus de marche arrière possible. C'est impossible. Joseph Anago, l'horizon pour le Bénin, si on veut qu'il soit plus clairsemé, est plutôt au respect des tests. Tout à fait. Et je voudrais parfois me demander si c'est ce même Bénin, avec ce même citoyen aujourd'hui devenu président de la République, ce citoyen qui déclarait qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Aujourd'hui, c'est ce citoyen, candidat à une certaine époque au pouvoir, enfin du moins à la présidentielle, qui l'avait déclaré. Et moi, j'ai l'impression qu'il en était convaincu. Aujourd'hui, il est au cœur du pouvoir, sinon à la tête même de l'État béninois. Et je me demande parfois, est-ce que le chef de l'État, l'actuel chef d'État, ancien candidat à la présidentielle, est toujours convaincu qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Parce qu'il a dit lui-même. Donc je ne voudrais pas que le Bénin soit traité à l'international d'État voyou. Donc il urge donc que les uns et les autres comprennent qu'il faille respecter les décisions
de justice, d'abord à l'interne et mieux encore à l'international. Parce que je ne suis pas un homme de droit, mais Maître Abouyo peut l'étayer. C'est-à-dire, la Cour a un statut supra par rapport aux lois du Bénin. C'est-à-dire, ces lois s'imposent, par exemple, enfin, ces décisions s'imposent au Bénin. Donc, je ne nous vois pas dans une posture d'État voyou qui ne respecterait pas les décisions de justice. Donc, je voudrais croire qu'au terme, ou avant même le terme des 6 mois qui ont été donnés au Bénin pour déférer au respect de cette disposition, que tout rentre dans l'ordre et que M. Sébastien Diamant puisse recouvrer l'entièreté de ses droits. Rapport entre justiciable et justice béninoise aujourd'hui, Maître Abouyo, comment l'homme de droit lui-même apprécie ce qu'est devenu ce rapport? Vous savez, tant qu'il y a de l'espoir, il faut toujours croire que tout est encore possible. Je crois que la démocratie est une construction perpétuelle. C'est-à-dire, dans un état de droit qui se veut démocratique, il n'y a rien d'acquis de façon définitive. Ce sont les luttes quotidiennes qui permettent d'accéder à un niveau démocratique, qui permettent de le renforcer et qui permettent de préserver de telle sorte que les hommes, de par leur nature, ne peuvent plus se soustraire de certains acquis démocratiques et s'imposer aux institutions. Donc, en réalité, aujourd'hui, tout doit concourir à rendre les institutions de notre pays beaucoup plus fortes que les hommes qui la composent. Je le dis aussi bien pour les institutions judiciaires que pour les institutions politiques. Parce que il n'y a pas de démocratie sans une symbiose entre les différentes formes d'institutions politiques dans un état de droit. Et nous, notre position aujourd'hui, c'est vrai, de défenseur de M. Boni Yayi, c'est parce que nous avons cru en une cause juste, en une cause qui est défendable, notamment le droit d'aller et de venir, la liberté de manifester, la liberté d'association. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut travailler à ce que notre justice, à laquelle nous appartenons nous-mêmes, retrouve ses lettres de noblesse, pour que les magistrats puissent travailler en toute sérénité, pour que la justice puisse regagner la confiance du citoyen lambda, pour que le citoyen lambda n'aille pas en justice en victime expiatoire en se disant en tout état de cause que j'ai raison ou pas, je pars en défaitiste, on va me condamner. C'est ce sentiment-là qui est beaucoup plus présent dans l'esprit de l'opinion, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forte crise de confiance entre la justice et le justiciable, et nous travaillons à ce que cette opinion-là soit derrière nous d'ici quelques années. On l'espère qu'elle sera vraiment derrière le grand nombre. Mais alors, parlant de votre client, beaucoup avouent que l'homme annoncé pour s'occuper de sa santé à l'extérieur est plutôt un exilé de fait. Qu'en est-il, Maître Abouyo? D'abord, notre constitution est fort heureusement aujourd'hui où je vous parle toujours en vigueur, et elle dit clairement qu'aucun citoyen béninois ne peut être contraint à l'exil. Donc si nous partons de ce postulat-là, rien aujourd'hui ne peut permettre de considérer M. Boni Yayi en situation d'exilé politique. Nous savons les raisons pour lesquelles M. Boni Yayi a rejoint un pays étranger, c'est pour se faire soigner. À sa demande, après 52 jours de séquestration, et à la demande de certains anciens chefs d'État et d'actuels chefs d'État en exercice, et sous la pression, je dirais, populaire, la justice et l'État béninois ont accédé à sa demande pour se faire soigner. Alors, Monsieur Boni Yayi, vous allez m'excuser, je vais finir sur ce fait. Monsieur Boni Yayi est toujours retenu par ses médecins, et lorsque il se portera beaucoup mieux, il a même redit il y a quelques semaines à la justice qu'il se rendra disponible pour se faire entendre.
il y a d'autres situations sur lesquelles je ne voudrais pas intervenir parce qu'il y a d'autres paramètres qui font qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle il s'est retrouvé de séquestration et de torture morale dans laquelle il s'est retrouvé, c'est aussi des infractions. Et ces actes-là ne peuvent pas rester impunis. Vous voulez dire qu'il y aura d'autres recours, d'autres plaintes? Si vous avez compris, attendons de voir. Bon, alors, attendons de voir ce que demain nous donnera. Mais Maître Aboudio dit, il y a quelques semaines, c'est vrai, Boni Yayi l'a répété, il est prêt à revenir, répondre devant la justice de son pays. Mais à cet instant où vous parle, vous allez confirmer ou infirmer. Il paraît qu'il y a quelques heures avant que vous n'entriez en studio, il vous a dit qu'il n'épouse plus cette idée. Qu'en est-il exactement? Ça, c'est des informations qui ne sont pas venues avant votre arrivée. Dites-nous sérieux. Je pense que la chaîne CKTV a un réseau d'informations beaucoup... En tout cas, n'en doutez pas. Est plus informé que moi-même. Ah bon, ça, voilà. On veut savoir. Dites, est-ce que les paroles de Boni Yayi qu'on a entendues il y a quelques jours demeurent à l'instant où vous intervenez sur ce plateau? Moi, je n'ai pas entendu des paroles de M. Boni Yayi il y a quelques jours, comme vous le dites. Je ne sais pas sur quelle chaîne... Non, il y a quelques semaines, comme vous dites. Oui, moi je ne sais pas à quelle occasion vous les aviez entendus. Non, je réponds ce que vous avez dit, oui. Mais je dis, M. Boni Yayi, dans les dernières conversations que j'ai eues, il m'a laissé entendre qu'il est toujours dans la disposition de revenir au Bénin, seulement à la condition que ses médecins le libèrent pour pouvoir revenir. C'était important, c'était juste la clarification qu'on voulait mettre à Boudio. Oui, Joseph Pesso, alors... Oui, tout à fait. C'est vrai, on ne devrait pas s'inquiéter, on ne devrait pas s'émouvoir lorsqu'il y a ce genre d'informations. Mais on a beaucoup de Béninois aujourd'hui, beaucoup de compatriotes qui sont à l'extérieur parce que, ayant peur de cette justice-là qui s'est complètement transfigurée. Alors, si l'ancien président Yayi Boni tient mordicus à rentrer, ne voyez-vous pas qu'il pourrait se retrouver dans la même situation où cette justice que nous décrions en ce moment puisse se retourner contre lui? Bon, voilà. Non, vous savez, je n'aime pas, qu'on appelle ça, anticiper ou faire des jugements de valeur. J'aime plutôt donner une opinion sur des situations vécues, des situations... Je ne veux pas anticiper sur ce que sera l'attitude de la justice par rapport à l'arrivée ou non de mon client. Aujourd'hui, M. Boni Yayi n'a pas un mandat d'arrêt qui plane sur sa tête, même si c'est le souhait d'un grand nombre d'individus à qui il n'en veut pas. M. Boni Yayi est encore libre d'aller et de venir. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'il revienne au Bénin. Rien en droit. Rien. Donc, M. Boni Yayi peut décider, même contre l'avis de ses médecins, de revenir. Mais ce qu'il a subi pendant 52 jours était suffisamment grave. Il est exposé à une dégradation assez sensible de sa santé qui fait que le temps de repos auquel il est astreint est indéterminé. Et donc aujourd'hui, dans tous les cas, il continue de faire confiance aussi bien à la justice béninoise qu'à la justice internationale. Il a toujours dit, et je ne pense pas qu'il changera du jour au lendemain. Maître Aboudio, au-delà de tout, vous restez un citoyen béninois. Ces incessants appels à la paix pour le Bénin, comment vous l'appréhendez? La paix, comme le disait un grand nombre d'États il y a plusieurs années dans la sous-région, dit que la paix, ce n'est pas seulement un mot. Sinon, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement appeler à la paix. Il faut travailler de façon sincère à créer un climat de paix. Je dis à créer un climat de paix. Ça passe par, je ne dirais pas des concessions, mais ça passe déjà par des discussions, par des rencontres. Ça passe aussi par la contribution de tous les acteurs de la société. Je veux parler aussi bien des membres de la société civile, des organisations de la société civile. Je veux parler du clergé, de la conférence islamique, en tout cas de tous les fils et filles de ce pays qui pensent pouvoir apporter une pierre à la construction de notre édifice, parce que nous sommes une jeune démocratie. Ça, il ne faut pas qu'on se montre, mais nous étions jusqu'à quelques années l'une des meilleures démocraties en Afrique. Vous espérez toujours pour le BD?
nous n'avons pas d'autre choix que d'espérer. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que, comme nous l'avons dit dès le départ, ce qui est en débat à la Cour africaine des droits de l'homme, c'est la légalité internationale du délit d'attroupement. Est-ce que le délit d'attroupement justifie que l'armée tire, ôte la vie à des manifestants? Est-ce que le délit d'attroupement justifie qu'on bâillonne les libertés d'association, de réunion et de manifestation? Et vous espérez que la réponse qu'il faut sera donnée. Et ça, il faut compter quelques mois encore. Maître Renoir Agoudio, merci pour la disponibilité. Jos Peso-Anago, merci aussi d'avoir été là. Cet illustrateur, vous l'avez compris, ce numéro est tout spécial. Recevez-le ainsi. Demain, c'est un autre jour. On se retrouvera pour d'autres plateaux. Mais pour l'essentiel, nous allons plutôt citer l'ancien homme d'État américain, Barack Obama, parlant de l'Afrique, car c'est l'Afrique qui gagne si un État supporte mieux. L'Afrique, disait-il, n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Vivement que de part et d'autre, les contributions qu'il faut s'imposent afin que l'Afrique brille de mille feux. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.